Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribde. Merci d'être venus nombreux et nombreux ce soir. On est extrêmement heureux de recevoir Hélène Gaudy pour la parution de Une île, une forteresse aux éditions Inculte. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici qui connaissaient déjà Hélène. Moi, je suis très contente de découvrir ce livre. J'avais déjà beaucoup aimé auparavant Plein Hiver, donc qui était paru en 2014 chez Actes Sud. Et donc, puisque je pense que beaucoup d'entre vous aussi connaissaient ce roman, mais donc il racontait la réapparition après 4 ans d'un adolescent qui s'appelle David Horn, qui réapparaît à 18 ans dans une ville fictive nord-américaine qui a le même nom que la capitale portugaise Lisbonne. Et donc dans cette ville fictive, Hélène explorait déjà la manière dont un lieu, même imaginaire, peut influencer un récit. Et ici, donc, dans ce livre, elle s'empare du sujet de Thérésine, et donc c'est un livre, une enquête, un récit autour de Thérésine, ou Theresienstadt en allemand. Donc bon, c'est cet endroit où les nazis ont mis en place un camp, un ghetto, quelque chose dont on a déjà du mal à le qualifier. Donc un ghetto pendant la Seconde Guerre mondiale où ont été déportés un certain nombre de juifs allemands, tchèques, autrichiens, et où c'est la particularité de cet endroit, c'est qu'il y a beaucoup de notables, de personnalités, d'artistes qui ont été déportés, et que les juifs ont cherché à faire croire que cet endroit était un ghetto vitrine, une ville idéale pour les juifs, et donc c'était l'idée de construire une mystification, alors qu'en réalité c'était une antichambre pour les juifs, et que la plupart des 144 000 personnes qui ont été déportées à cet endroit sont mortes soit sur place, soit en étant déportées ensuite à Auschwitz. Alors on découvre l'histoire de cette ville qui a été donc construite en 1870, ville fortifiée sur le modèle des forts Vauban, qui a vu du ciel la forme d'une étoile. L'idée à l'origine, c'était donc de protéger cet endroit d'une éventuelle invasion prussienne au moment de l'Empire austro-hongrois. Et en fait, paradoxalement, cette ville n'a jamais servi n'a jamais eu à se défendre contre aucune invasion, mais par contre, elle a servi à enfermer des juifs. L'entièreté de la ville en fait a été une prison, et donc le paradoxe aussi, c'est que cette ville qui est aujourd'hui habitée, dans chacun de ses logements, a servi de lieu d'enfermement. C'est un livre qui est formidable dans sa justesse, très documenté, autour de ce lieu donc insaisissable où Hélène réussit à explorer toutes les juxtapositions de ce qu'a été cette ville, de son statut, des époques, de l'époque contemporaine et bon, de l'époque du ghetto. On pourrait dire que c'est une sorte de tentative d'épuisement du lieu, en aller-retour, donc qui entremêle beaucoup de documents, des dessins, des témoignages littéraires, et puis l'exploration du lieu aujourd'hui, en superposant le Thérésine du passé et le Thérésine d'aujourd'hui. Et le livre réussit extrêmement bien à transmettre cette impression d'inadéquation, de malaise d'une ville incertaine. Ce qui est important, bon, que beaucoup de gens connaissent sur Thérésine, c'est que ça a été le lieu d'une activité artistique très intense, puisqu'il y avait beaucoup de personnalités et d'artistes qui ont été déportés, enfermés. Donc il y a eu des orchestres symphoniques, il y a notamment un livre donc, qui est le Requiem de Thérésine, où est racontée la tentative de Raphaël Schechter pour constituer un orchestre et jouer en dépit du fait que les musiciens sont régulièrement déportés, exterminés à Auschwitz. Donc ça, et beaucoup d'autres exemples sont cités dans le livre, et aussi donc l'épisode très emblématique du film de propagande qui a été réalisé par Kurt Geron, je pense qu'on dit, qui était un acteur et réalisateur allemand, et qui a accepté de réaliser un film qui a été ironiquement nommé « Le Führer offre une ville aux Juifs ». Et en fait, cette activité artistique qui a été au départ interdite par les nazis a été finalement détournée et utilisée par les nazis pour servir leur mystification et leur idée de tromper le monde sur le sort qui était réservé aux Juifs. Le livre aussi évoque l'aveuglement des visites d'inspection de la Croix-Rouge, les opérations
entre plein de guillemets, d'embellissement de Thérésine au moment de ses visites, et puis donc ce film qui est paradoxalement aujourd'hui et avec le temps, et c'est ça qui est relevé aussi avec beaucoup de justesse dans le livre, une des choses qui restent les plus apparentes de cette tentative énorme de dissimulation et de mensonge. C'est un livre qui a une forme, je trouve, très fascinante, parce qu'il est entre l'enquête, le récit historique, l'essai, qu'il est très documenté, et qui réussit comme ça, en progressant par touche, par aller-retour temporel, à montrer l'incertitude, évidemment à la fois sur le passé de Thérésine, sur la superposition de ce que ça a été, mais aussi l'incertitude autour des traces, des témoignages et de leur signification aujourd'hui. Voilà, donc c'est passionnant, ça questionne comme ça les trous, le mensonge, les traces et l'aveuglement. Voilà, donc on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. De me recevoir, et merci à tous d'être là. Alors j'avais une première question, puisque Plein Hiver, donc c'était un livre qui était autour d'un lieu fictif, d'une ville imaginaire. Donc je voulais savoir, avec ce livre-là, qu'est-ce qui t'avait amené à travailler sur cette ville qui est un lieu réel malgré sa dimension insaisissable. Alors au départ, je pense qu'effectivement la dimension, pas fictive, mais en tout cas fausse de cette ville qui a été vraiment pas construite, mais transformée, métamorphosée pour justement servir la propagande. Au départ, c'est ça qui m'a intéressée. Ça et le fait qu'elle soit toujours habitée, c'est-à-dire que j'arrivais pas à comprendre cet endroit, enfin à appréhender cet endroit. Me dire une ville qui a servi de mensonge et qui pourtant est une ville normale où les gens, enfin normale plus ou moins, mais en tout cas où les gens vivent, ou voilà, qui est toujours aujourd'hui une ville. Comment est-ce que ça laisse des traces, comment on vit dans cet endroit. Enfin, c'était vraiment cette dimension de mystification qui m'intéressait. Aussi peut-être parce que j'avais travaillé sur Plein Hiver, vraiment sur cette idée du mensonge, et dans la construction de la ville, et aussi dans le retour d'un garçon donc, qui revient, mais il y a un doute sur son identité, il y a un flottement sur le fait qu'il soit réellement celui qu'il prétend ou pas. Donc déjà cette question de l'identité flottante, peut-être plus que du mensonge, mais vraiment de tous ces mises en place de masques qu'on peut trouver et dans une vie individuelle toute simple comme celle qui est explorée dans Plein Hiver, et à plus grande échelle. C'est quelque chose qui m'intéressait, et en fait en allant à Thérésine et en commençant vraiment à travailler sur la ville, ce qui s'est mis à me tenir encore plus que cette idée du mensonge, c'était vraiment l'idée des strates, c'est-à-dire comment parce que le mensonge c'est un temps de cette ville. Quoi qu'on constate en travaillant dessus que finalement ça s'étend aussi au-delà du temps de la guerre. C'est une ville qui n'a jamais rempli l'office qu'elle était censée remplir. Effectivement, c'était une ville défensive qui n'a jamais rien défendu. Enfin, depuis le début, il y a une espèce d'impression comme ça d'un urbanisme qui n'a jamais la bonne fonction et qui est toujours une espèce de vitrine pour autre chose qu'il y a derrière. Donc il y a ça, mais il y a aussi et surtout le fait qu'elle soit habitée aujourd'hui. Et une fois qu'on a un petit peu passé, en tout cas quand on y arrive, cette espèce de fascination, même si c'est pas forcément le mot, mais en tout cas d'étonnement ou de questionnement par rapport à la fausseté du lieu, ben on est quand même face à un lieu qui est réel aussi. Et la question c'est plus devenu comment on peut faire un portrait de cette ville vraiment comme un kaléidoscope, à travers vraiment plein de regards, les plus obliques aussi. Donc de gens qui n'y sont pas forcément allés mais qui l'ont écrite ou qui l'ont imaginée ou qui s'en sont souvenus, enfin vraiment d'essayer de dresser le portrait de cette ville, mais à travers toutes ces facettes en fait qui coïncident jamais, mais qui quand même sont les seules traces qu'on a de l'endroit, quoi. Mais ça s'est transformé aussi au fil de l'écriture. Et ça c'est aussi je m'étais jamais frottée en fait à un lieu réel effectivement, et d'être vraiment dans un endroit qui existe, et du coup de se confronter à la complexité des regards et des trajectoires qui s'y croisent, ça fait forcément aussi évoluer petit à petit le regard qu'on a soi-même sur un endroit. Donc c'est ça aussi qui s'est mis en place. C'était une de mes questions justement, parce qu'au départ le livre commence, donc tu racontes ton arrivée à Thérésine et ensuite l'arrivée de Helga Vesova, donc une des rares enfants qui a survécu à la Shoah et qui a raconté dans son journal illustré, et donc elle est citée.
Et donc comme ça superpose les époques, les histoires. Et je voulais savoir comment la forme, justement, avait évolué au fur et à mesure de l'écriture. Il a fallu trouver une forme vraiment spécifique à ce travail-là, surtout que j'avais jamais justement fait ce genre de travail. J'avais toujours été vraiment dans la fiction. Donc déjà il fallait trouver un fil qui était mon propre regard en fait. Donc ça a été peut-être le plus difficile à trouver, c'était comment me mettre dans un récit sans non plus que ce soit tourné sur moi. Enfin, je voulais vraiment que ce soit la ville qui soit le cœur du livre, mais il fallait quand même ce regard et même ce chemin, cette trajectoire que je fais dedans pour lier en fait toutes les facettes que j'allais trouver. Donc c'était l'expérience qui était pour moi première de juste d'écrire au jeu en fait, ce qui est déjà vraiment un changement dans l'écriture quand on l'a pas expérimenté avant. Et après d'arriver à assimiler en fait toutes ces sources hétérogènes que j'avais, parce qu'il y avait donc des témoignages, il y a des archives, il y a beaucoup d'images que j'essaye de montrer à des gens qui ont vécu les moments où les images ont été prises. Donc vraiment d'essayer je voulais que ce soit une sorte d'endroit, ce livre, de lieu où on pouvait justement mêler tout ça, quoi, et que finalement tout rentre dans quelque chose qui soit fluide malgré tout. Donc ça a été vraiment la difficulté du livre, et en même temps ça a été l'intérêt, c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu et tenu pendant l'écriture du livre, c'était de trouver à chaque fois des solutions pour faire rentrer des choses, même si c'est pas un roman, mais en tout cas dans une écriture qui était quand même proche de celle que je peux avoir pour un roman. Mais en même temps, voilà, où il y a la parole, où il y a les textes techniques, et d'arriver à faire de tout ça une matière assez homogène finalement. Ça a été la difficulté. On peut peut-être écouter le premier extrait. Alors. Depuis mon premier passage ici, une journée en coup de vent et puis l'envie de revenir enracinée, étrange, ce même sentiment d'un écart, d'un inconfort. Quelque chose ne coïncide pas entre la ville et ses habitants, entre son architecture et les bruits qui la peuplent. Même le souffle du vent est de trop déplacé, c'est une mauvaise bande-son, on se serait trompé. Est-on vraiment là, dans ce paysage? Les portes sont closes, la ville c'est sûr est habitée, mais tous les points d'accès en semblent condamnés. Pourtant, chaque façade, chaque coin de rue, chaque visage en suscite d'autres, fait surgir des images, des souvenirs. À la fois un voile et ce qu'il cache. Devant le musée du ghetto, je retrouve la guide francophone avec qui j'ai rendez-vous. C'est une grande femme aux gestes vifs, saccadés, mais ce qu'on pourrait prendre d'abord pour de la nervosité semble plutôt l'expression d'un tempérament débordant, ouvert, aimant échanger informations et confidences. Stania a l'air prête à déplacer des montagnes pour m'aider. Son regard est d'une attention extrême, ses yeux, creusés, sont très bleus. Elle me dit qu'elle détestait l'histoire, tout en bas de la pile de ses préoccupations dans l'enfance, mais qu'ici, à force de parler avec les gens, elle s'est fait une passion de ce qu'elle appelle la sociologie de Thérésine. Elle redonne peu à peu aux bâtiments leur fonction ancienne. La grande baraque jaune à gauche de l'hôtel a un temps abrité les archives de Berlin. Les nazis savaient la ville si peuplée que les risques de bombardement ici étaient moindres et leurs documents confidentiels protégés par ceux qu'ils y avaient internés. Avant la guerre, dit Stania, les maisons étaient plus soignées. Et puis, il y a eu le ghetto, le régime communiste. Il y a eu le temps. Certains survivants disent que les façades sont en moins bon état aujourd'hui qu'à l'époque du camp. Du passé militaire, il reste un certain faste, une efficacité. Mais au-delà des jours qui délabrent les murs, toujours cette impression d'inadéquation, de dysfonctionnement. Cette sensation de vide n'est peut-être pas seulement l'œuvre du temps, on dirait qu'elle a toujours été là, comme si l'obsolescence de Thérésine avait été en quelque sorte programmée. Et l'impression que dans cette ville s'est joué quelque chose qui n'a pas commencé avec sa construction et ne s'est pas achevé à son retour à la vie civile, quelque chose dont ce point précis dans l'espace est devenu, le temps de 4 années de guerre, le terrain et le symbole, mais qui continue, ailleurs, à dérouler son mirage, à déployer ses images trompeuses. Merci. On va parler justement de l'assemblage des différents témoignages, documents, photos, et puis donc tu t'es rendu plusieurs fois sur place. Il y a comme ça, ce livre est comme un collage ou un assemblage extrêmement bien fait de traces
qui sont fragmentaires, qui sont forcément chancelantes d'une certaine façon, comme si toutes ces traces se perdaient dans le sable. Ça, c'est une phrase de Austerlitz. Oui. Donc je voulais savoir si c'était juste, et puis aussi la question du lien à Sebald m'intéressait. Oui, alors Sebald, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce livre-là, Austerlitz, a été effectivement mon point d'entrée en fait à Thérésine. Et donc c'est une fiction, et ça a joué aussi le fait que je rentre dans cette ville aussi par une fiction. Parce que j'avais déjà lu ce livre avant d'y aller. Je me suis trouvée à Prague à un moment où j'écrivais un texte sur Sebald, et donc j'ai relu Austerlitz, et j'ai essayé de faire coïncider un petit peu les images de la fiction avec la réalité. Donc Sebald, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, écrit toujours des récits donc qui sont fictionnels, mais qui ont quand même une forme de récit et pas vraiment une forme de roman, où il traverse en fait un certain nombre de paysages, de lieux, enfin son narrateur en tout cas les traverse. Et il y a toujours une espèce de flottement, justement, de doute en fait donc déjà dans les images, parce qu'il y a toujours des images, peut-être montrer des pages, mais il y a toujours des photographies, des plans, voilà, qui sont reproduits dans ces livres. Et quand on fouille un petit peu son travail, on s'aperçoit que souvent ces images ne sont pas du tout ce qu'elles sont censées être, et qu'il y a de la fiction là où on a l'impression justement de lire un livre documentaire assez très documenté, très fouillé, mais il y a quand même toujours un décalage entre la réalité et ce qu'il raconte. Donc c'est par ce livre-là que je suis rentrée à Thérésine, parce qu'il en parle beaucoup dans l'Austerlitz. Donc c'est la ville où a été déportée la mère d'Austerlitz, donc un des personnages, pas le narrateur, mais le personnage principal du roman. Et donc ça a été un premier pas, quoi, d'aller voir un petit peu cet endroit, de comparer aussi quelque part ce que Thérésine est aujourd'hui avec ce qu'elle a été dans les années 40, mais aussi avec ce qu'elle a été dans les années 90 quand Sebald l'a décrit. Donc c'était encore sous le régime communiste, c'était une ville militaire, donc il y avait une impression d'étouffement qui était due à autre chose que pendant la guerre, mais qui était quand même très présente. Et je pense que tout ça a donné aussi au livre ce ton d'être toujours en train de chercher quelque chose qui échappe, puisque forcément on peut épuiser un lieu, mais on ne peut pas épuiser toutes les strates de temps en tout cas qui l'ont constitué. Et c'était aussi quand même un petit peu l'envie de ce livre d'arriver à agencer un petit peu tout ça. Donc ça a été une sorte de guide, ce Austerlitz, au même titre d'ailleurs que d'autres images ou d'autres textes. Où il y a eu effectivement ce film de propagande qui est un petit peu au centre du livre, qui montre aussi la ville à l'époque, et c'était aussi essayer de retrouver ces lieux aujourd'hui, de voir comment on les reconnaît, si on les reconnaît. Voilà, il y a beaucoup de sources en fait qui sont pas uniquement des sources documentaires, mais qui sont justement aussi des sources qui vont vers la fiction, ou en tout cas vers une interprétation subjective du lieu, et de voir comment, quand on est sur place, comment on arrive à relier un petit peu tout ça. Est-ce que la question de reproduire des documents dans le livre s'est posée ? Oui, elle s'est posée. Au départ, j'avais pris moi beaucoup de photos du film en fait, qui étaient des documents de travail, puisque je le regardais beaucoup, et j'avais eu l'envie à un moment donné d'en mettre. Et finalement, ça s'est avéré pas très juste, justement, par rapport à ce que j'essayais de faire. Justement, déjà parce que ces images ont une dimension de propagande qui me semble plus intéressant, justement, d'essayer de les contextualiser et puis d'aller voir derrière plutôt que de les montrer une nouvelle fois. Donc il y avait déjà ça. J'avais vraiment envie qu'on puisse, que ces images, elles évoluent aussi au fur et à mesure du livre, que le lecteur puisse aussi faire évoluer ces images et de ne pas les figer forcément en les montrant. Alors donc, un des thèmes qui traverse le livre justement, c'est l'activité artistique intense qu'il y a eu à Thérésine. Et puis son ambiguïté aussi, parce qu'à la fois elle servait, à un moment c'est dit dans le livre, elle servait de refuge aux déportés, et en même temps elle a servi le mensonge des nazis.
Donc j'aimerais bien que tu évoques. Alors, elle n'a pas servi de... Enfin, la musique et l'art, tu veux dire, Oui, a servi l'art, de ouais. refuge, oui. Oui, c'est la grande ambiguïté, en fait, de l'activité artistique de Thérésine, c'est que c'était à la fois le seul... On parle encore de lieu, mais c'est vrai que c'est considéré, mais aussi par beaucoup de survivants qui en parlent, presque vraiment comme un lieu refuge, effectivement. Les gens allaient au concert la veille de leur départ en déportation, même s'ils savaient ce qui allait leur arriver. Donc il y avait vraiment une vie artistique qui était extrêmement forte et même nouvelle. Enfin, c'est assez rare en fait ce qui s'est passé à Thérésine, parce que il y avait un mélange en fait sans hiérarchie de gens qui pratiquaient la musique comme ça pour leur plaisir, de très grands compositeurs et chefs d'orchestre et musiciens, et tout le monde se retrouvait par la force des choses à jouer ensemble. Donc il y avait une espèce de ferveur comme ça qui était... il y avait plus d'une dizaine de concerts, de manifestations culturelles par jour. Enfin, c'était vraiment dans une toute petite ville comme Thérésine, qui compte maintenant à peu près 3000 habitants, qui était beaucoup plus peuplée évidemment à l'époque du ghetto, mais ça reste minuscule. Donc il y avait une très forte vie culturelle, et en même temps, effectivement, ça alimentait la vitrine. Ce qui fait que les nazis en fait l'ont d'abord, comme tu disais tout à l'heure, interdite, comme ils interdisaient dans la plupart des camps les manifestations collectives, le fait de faire de la musique ou du théâtre, c'était au départ interdit. Et très vite, ils se sont rendus compte en fait que ça allait alimenter leur mensonge, puisqu'ils cherchaient à montrer Thérésine comme un lieu justement de liberté, un conservatoire de la culture juive. Ils avaient été jusqu'à dire ça quand même. Donc finalement, voilà, la musique, comme le théâtre, comme la littérature, comme la peinture, ont à la fois servi à se réfugier et à garder une part d'humanité, et aussi à détourner aussi, c'est vrai, de ce qui était en train de se passer. C'était aussi une forme de fuite qui alimentait aussi la vitrine. Donc c'est très, très compliqué. Voilà, de toute façon, c'est un lieu qui est très complexe et qui est très ambigu à toutes les époques, et surtout à ce moment-là. Peut-être lire le deuxième extrait, puisqu'on parle du mensonge, de cette volonté de tromper l'opinion, et aussi des opérations, encore une fois, d'embellissement. Donc il y a eu un certain nombre de... Il y a eu 3 visites, je crois, de la Croix-Rouge, d'inspection à Thérésine. Donc c'est un passage qui parle de ça. Il existe une carte retraçant le parcours de la délégation de la Croix-Rouge qui a inspecté Theresienstadt le 23 juin 1944. Certains trajets en bleu, d'autres en rouge, parfois les traits se superposent, s'annulent. Ni Stania ni moi ne parvenons à déterminer les méandres exacts, l'ordre dans lequel les rues ont été arpentées, mais ce qui est certain, c'est que les artères choisies, toutes proches de la place principale, sont les plus arborées, et aujourd'hui encore celles où l'on trouve les plus belles façades. C'est Himmler qui a accepté qu'on inspecte un camp pour faire taire les rumeurs. Theresienstadt, bien sûr, est le lieu idéal. Un délégué de la Croix-Rouge allemande, Walter Hartmann, l'avait déjà visité en juin 1943 et donné un avis défavorable. Cette fois, devant le comité international, pas question de faire mauvaise impression. La visite est très bien préparée. Le plan d'embellissement, s'appuyant sur l'organisation des loisirs, qui déjà a planté le décor, s'accompagne de quelques améliorations réelles de la vie quotidienne et, surtout, d'une transformation méthodique de la ville. Chaque centimètre carré se doit d'être astiqué, repeint, laqué, rafraîchi, couvert de gazon frais et de massifs colorés, comme on n'en avait pas vu depuis l'avant-guerre, et les mains dans la terre, en ces régions où la vivacité des couleurs frappe l'œil bien avant les premiers jours de juin, où les chaleurs sont précoces et franches, on retrouve des sensations et des odeurs, et on dirait que la ville redevient une ville, que le printemps redevient un printemps. Partout on plante des clous, on transporte des planches, on construit un café, des magasins où l'on ne vendra rien. Les planches amoncelées au milieu d'une pelouse sont peu à peu assemblées et certains s'interrogent. Une boutique, un restaurant? Mais c'est le kiosque à musique qui pousse sous leurs yeux, s'orne d'un joli toit sous lequel les musiciens déjà se préparent. Puisqu'il y a tant d'enfants, on leur construira aussi un jardin. On ornera les murs d'images d'animaux domestiques et de bêtes sauvages. On fignolera de jolis lits en bois. Il y aura des couleurs douces, des odeurs de peinture fraîche et de sûre, des souvenirs de maisons neuves où l'on entre sur la pointe des pieds, des souvenirs de choses à soi. Il leur faudra des jeux, des manèges, des chevaux à bascule, du sable, des balançoires qui ne serviront qu'une journée et puis qui attendront, sans qu'on ait le droit d'y toucher, la deuxième phase de la comédie, le tournage à venir du film de propagande. Pour l'instant, des fleurs sont plantées, un bassin creusé, on repeint les façades, mais seulement les façades, on fait venir de Prague du pain et des vêtements pour agrémenter les vitrines, on orne des panneaux de fines lettres gothiques,
On trouve de jolies robes et des râteaux à poser sur l'épaule pour que les jeunes femmes reviennent des champs en chantant. Peu à peu, on s'efforce de faire ressembler la ville à l'illusion promise dès le départ, au mensonge fondateur du ghetto, à l'abri du monde, un refuge tranquille et sûr. Comme les villages Potemkin, qui auraient été montés de toutes pièces pour la visite de l'impératrice Catherine II, Theresienstadt est bientôt prête à être regardée. Elga Vesova écrit « C'est ridicule, mais on dirait que Thérésine doit se transformer en station thermale. Ça me fait penser à la petite table du comte de Grimm. Le soir, un ordre arrive et le matin, chacun ouvre des yeux ronds en se demandant d'où ceci est sorti. » Donc il y a eu ces opérations d'embellissement où au passage aussi je crois qu'on envoyait les prisonniers les plus maigres à Auschwitz parce que ça n'aidait pas pour embellir Thérésine. Et puis il y a eu le film réalisé par Kurt Geron. Donc j'aurais bien voulu savoir comme c'est un personnage qui traverse l'ensemble du livre et puis qui a à la fois ses hésitations à lui, les différents titres du film, les différentes versions. Enfin, on a l'impression que même aujourd'hui c'est difficile de saisir cette histoire-là. Oui, puis c'est une histoire qui a été un petit peu déjà racontée parce qu'il y a eu un roman qui s'appelle Retour indésirable. J'ai oublié le nom de l'auteur, Levinsky, je ne sais plus son prénom. Il y a eu plusieurs documentaires, enfin, c'est une figure très romanesque en fait, Kurt Geron, justement parce que c'est un juif qui était une figure de Berlin, qui a joué dans L'Ange bleu, qui avait un physique assez particulier, qui était très imposant, avec des yeux noirs, des grosses pupilles noires. Enfin, il n'avait pas du tout un physique de jeune premier, mais il plaisait à l'Allemagne des années 20-30 parce qu'il avait une faconde, il avait vraiment une personnalité assez forte. Et en fait, ce qui est assez impressionnant avec ce personnage, c'est qu'avant même, donc avant Thérésine, tout s'est retourné en fait. Tout ce qui plaisait au public finalement s'est retourné contre lui et il est devenu vraiment la figure du juif sur les affiches de propagande où on le montrait avide, gros, tout ce qui séduisait, tout ce qui faisait rire en fait est devenu vraiment l'image de la répugnance que les juifs inspiraient à l'Allemagne. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans le livre déjà avant. Et puis ce personnage, cette personne avant d'être un personnage, il met beaucoup de temps en fait à comprendre ce qui est en train de se passer, plus que beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup de ses collègues qui fuient, qui partent en Amérique, qui lui proposent même de partir lui aussi. Et sur le moment, il dit non parce qu'il est ce qui compte pour lui, c'est de travailler, donc on pourrait dire après coup, évidemment, on relit toujours ces destins-là après coup, et j'ai essayé de me méfier de ça aussi dans le livre et de toujours revenir un petit peu à ce qu'on a et de ne pas partir dans des interprétations personnelles, enfin en tout cas le moins possible. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire maintenant, c'est que c'était quelqu'un qui était dans la fiction tout le temps, quoi. Ce qu'il voulait, c'était alimenter la fiction qu'il mettait lui-même en place. Et du coup, quand il s'est retrouvé finalement à Thérésine et qu'on lui a demandé de tourner ce film de propagande, pour lui, ça a été apparemment... bon, déjà, il n'avait pas le choix, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup aussi tergiversé sur le fait qu'il aurait pu refuser. Bon, il ne pouvait pas refuser. S'il avait refusé, il aurait été tué tout de suite, de toute façon. Donc, on comprend très bien, rien que pour ça, qu'il n'ait pas refusé. Mais au-delà de ça, il y avait, et tous les gens qu'il a dirigés sur le tournage l'ont dit, une espèce de zèle à vraiment construire son monde de fiction, quoi. Qui évidemment venait contredire la réalité qu'il était en train de vivre et qui du coup alimentait le mensonge sur ce qu'on était en train de faire subir à son peuple et à lui-même. Enfin, donc voilà, c'est un personnage qui est très ambigu là aussi. Et qui a mené son tournage vraiment comme sur les plus grands tournages hollywoodiens, enfin avec les moyens du bord. En tout cas, il a essayé d'en faire un grand film. Enfin, il avait cette ambition-là. Et les nazis lui ont promis aussi qu'il serait épargné s'il faisait ce film, ce qui n'a pas été le cas. Et en plus, il est mort vraiment, je crois, la veille de la fermeture des chambres à gaz, enfin à la toute fin de la guerre. Donc il a rempli son rôle jusqu'au bout et il a été tué à la fin.
Donc c'est vrai que c'est une figure, et en même temps, voilà, c'est ce que j'ai essayé de creuser un peu dans le livre. Bon, évidemment, on peut plus demander à Kurt Guéron de témoigner, mais pour les personnes à qui on peut le demander, on se rend compte que ces figures qu'on se brosse comme ça à grands traits sont finalement assez éloignées en fait de ce qu'on peut saisir des gens quand on les rencontre ou quand on creuse vraiment leur histoire. Donc voilà, j'ai essayé aussi de présenter, de raconter l'histoire de Guéron, mais avec ces pincettes-là aussi, parce que c'est évidemment tellement facile d'en faire un destin emblématique que je me méfie aussi un petit peu de ça. Et voilà, il est aussi le symbole d'ailleurs, comme tous les doyens des conseils juifs qui ont été très attaqués parce que eux-mêmes décidaient du coup des déportations, de qui devait partir. Il y a évidemment cette notion de complicité, en tout cas de rentrer dans le jeu des nazis, et aussi le fait que ces gens n'avaient évidemment pas le choix. Donc aujourd'hui, c'est difficile voilà, on peut juste essayer d'exposer ce qu'on reste, ce qui reste, ce qu'on a gardé des gens, et voilà. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, avec énormément de justesse dans le livre. Et j'avais une question aussi concernant les interviews des habitants actuels de Térésine, parce que leur discours, alors là encore c'est peut-être ma lecture un peu, mais leur discours apparaît relativement figé, convenu, et puis on a l'impression qu'ils veulent mettre à distance le passé de la Seconde Guerre mondiale, comme s'il y avait une forme quand même de refoulement collectif, le fait qu'ils étaient hantés par ce qu'il y a eu dans ce lieu et le fait qu'ils y habitent. Donc ça m'intéressait aussi d'avoir là encore, en fait, on arrive avec une idée. Enfin, moi, j'arrivais avec une idée un petit peu de ce qu'on allait me dire, quoi. Déjà, c'est souvent le cas, et qui des fois est plus ou moins confirmé, des fois pas du tout. On m'avait dit d'ailleurs, avant même d'y aller, les gens en ont marre qu'on leur en parle, comme à Drancy d'ailleurs. Parce que donc je parle aussi de Drancy dans le livre, et pour Drancy j'ai été en résidence notamment dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, donc j'ai eu l'occasion d'y aller assez fréquemment, et on m'avait dit au début, oh là là, faut pas leur parler de ça parce que vraiment ils en entendent parler tout le temps, ils en ont marre, etc. Et en fait on se rend compte, je me suis rendu compte en faisant notamment des ateliers avec des collégiens ou des lycéens, que beaucoup n'étaient pas tellement au courant, en fait, voire pas du tout, à force de dire qu'on en parle beaucoup. Donc ils savent qu'il y a des commémorations parce qu'elles se passent dans la cité, donc ils les voient, mais ils sont pas forcément très informés, voire pas du tout sur... Enfin, ça dépend, il y a des gens qui le sont évidemment et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et à Térésine, c'est vrai qu'il y a ce... Alors, ce qui est compliqué aussi dans ces lieux-là, c'est qu'évidemment, c'est des lieux de vie quotidienne. Donc on peut pas demander à des gens qui se lèvent tous les matins dans un endroit de penser tout le temps à ce qui s'y est passé. Et moi, je suis pas restée longtemps à Térésine, mais même en y restant peu de temps, et j'imagine en y restant 1 an ou 2, je pense que même un visiteur qui part pour travailler là-dessus, au bout d'un moment, est rattrapé aussi par le quotidien et par le fait qu'on ne peut pas vivre dans un lieu en étant en permanence confronté, enfin se confrontant soi-même en permanence à ce qui s'y est passé. Donc voilà, il y a des gens qui en ont marre et qui le disent très clairement. Il y en a d'autres qui, un peu poliment, vont dire que c'est très grave, mais que quand même, ça fait longtemps et qu'on est passé à autre chose. Là encore, j'ai vraiment essayé de pas juger, de pas leur dire « mais alors ça vous fait rien, ce qui s'est passé là ». Enfin, mais ce qui m'a surprise par contre, c'est que souvent les choses revenaient en fait par des biais un peu imprévus. Par exemple, à Drancy, j'ai une dame qui était très remontée, qui m'avait dit « moi je recouvre les graffitis quand je les vois, j'en ai marre d'entendre parler de ça », enfin qui était vraiment... et qui a fini par me dire qu'en fait son beau-père avait été interné dans le camp et qu'elle-même avait été touchée personnellement par cette histoire-là. De même qu'à Térésine, un des messieurs que j'interviewe assez longuement vers la fin du livre m'a finalement dit aussi qu'il avait lui-même été en Israël, qu'il avait témoigné en tant qu'habitant de Térésine, enfin, donc ils étaient en fait dans les faits assez impliqués, soit dans les faits, soit dans leur entourage proche, mais pas dans le discours. Enfin, il y avait quelque chose qui était assez des fois contradictoire entre ce monsieur notamment avait une photo de sa maison dans sa maison, enfin, il avait vraiment un espèce de rapport comme ça très presque fétichiste au lieu où il habitait, et il avait gardé un grenier donc en l'état comme à l'époque du ghetto, où il a fini par nous emmener, l'interprète qui m'accompagnait et moi, en me disant on fait pas venir les gens parce que j'ai pas envie qu'on m'embête en gros, mais je vais vous montrer, allez.
Et il avait touché à rien depuis la guerre, quoi. Donc il y avait toujours les numéros, les lits, les bidets, enfin bon. Et à la fois il disait mais je m'en fiche, voilà, mes filles vont le transformer, c'est pas grave. Et en même temps il avait cette démarche quand même assez étrange d'avoir presque la moitié de sa maison qui était un sanctuaire. Enfin, donc il y avait toujours ce décalage là, quoi, entre ce qu'on nous disait et ce qui était apparent, visible. Je voulais justement que vous lisiez le passage sur Drancy aussi, parce que c'est très emblématique de la superposition des lieux aussi, et donc la cité de la Muette à Drancy qui a été aussi un lieu d'enfermement et qui est habité aujourd'hui. C'est page 228. Alors là c'est aussi sur les images du coup, parce qu'à Drancy il y a aussi eu donc des reportages photos de propagande, comme il y en a eu dans la plupart des camps d'ailleurs, donc qui sont moins mis en scène qu'à Térésine, mais quand même, parce que effectivement les déportés les moins présentables étaient soit emmenés à Auschwitz, soit ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs camps, soit cachés tout simplement. Enfin, on embellissait quand même les lieux. Et ce dont je me suis rendu compte au fil du travail aussi, c'est que la plupart des photos en fait, dont on dispose, notamment de Drancy, sont des photos de propagande, en fait, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Sauf que maintenant on le sait et on le dit globalement, mais pendant longtemps, en fait, tous les documentaires sur Drancy montraient ces photos-là comme des photos de la vie réelle dans le camp, quoi. Voilà. En 1942, un photographe allemand a réalisé à Drancy un reportage de propagande. On a arrangé le camp, vidé l'infirmerie, tenté de monter un décor présentable. Les images prises ce jour-là, puisqu'elles sont quasiment les seules dont on dispose, ont été utilisées dans de nombreux ouvrages et documentaires en tant que témoignage de la vie quotidienne dans le camp, comme si les circonstances dans lesquelles elles ont été prises avaient finalement peu d'importance. Pourtant, il n'y a pas besoin de les regarder longtemps pour en voir les ficelles, presque trop apparentes. Des femmes, des hommes, des enfants sereins, souriants, sont soigneusement répartis dans le champ. Rien ne dépasse, personne n'est flou ni caché, et il y a cette étoile toujours, portée par l'un des internés, point de mire et point de fuite de chaque photographie. Je m'étonne qu'elles aient pu passer pour des témoignages fiables, étant donné les conditions de détention déplorables de la cité de la Muette. Elles semblent mentir de façon presque trop évidente. Pour comprendre, pour m'approcher de ce décalage, j'ai voulu les soumettre au regard de ceux qui ont connu le camp. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans la cuisine de Ginette Kolinka, internée à Drancy en 1944, puis à Birkenau, à Bergen-Belsen, à Ragun, avant d'échouer, comme elle me le racontera plus tard, à Theresienstadt. Elle est assise en face de moi, les deux mains posées sur la table, son visage mobile derrière ses grosses lunettes papillons. Des boucles colorées pendent à ses oreilles. Je m'attends à ce qu'elle s'indigne, confirme mes impressions, mais elle regarde, attentive, les images et elle dit « Personne n'a l'air catastrophé sur les photos, c'est vrai. » Moi, je n'ai jamais eu peur à Drancy. J'allais dans un camp de travail, j'étais pas catastrophée. Je n'ai pas été catastrophée quand on nous a arrêtés à Avignon. Je ne me rendais pas compte. J'avais 19 ans, mince, j'étais pas une gamine cependant. Mais non, j'allais dans un camp de travail. Comment j'ai pu croire ça? Maintenant, quand j'en parle, je me dis, comment j'ai pu être assez bête pour croire ça, alors qu'il y avait des bébés, des enfants de tous les âges. Quand même, il y en a qui ont dû se dire, on ne va pas dans un camp de travail. Mon père a dû quand même se poser la question, on ne va pas dans un camp de travail, on ne va pas faire travailler les bébés et puis les personnes âgées. Si on avait su. Malheureusement, contre la force, contre les armes, on ne peut rien, mais dans les wagons, il y avait des costauds, il n'y avait pas que des vieillards, il y avait des fortes têtes aussi. Ils ne se seraient pas laissés emmener comme on est parti, dans les autobus, calmement. Ça fait mal d'entendre les gens qui disent « vous vous êtes laissés emmener comme des moutons ». C'est vrai, mais il faut voir comment on était baratinés. Baratiner, puis utiliser, photographier, filmer pour baratiner encore les générations suivantes. Je lui montre une image qui paraît plus grossière, plus cynique que les autres. Des femmes, au milieu de la cour de la cité de la Muette, portent des monceaux de baguettes de pain. Il y en a trop pour leurs bras, une abondance outrée, à peine croyable, dans ce lieu où régnait la famine, des piles de pain qu'elles soutiennent avec peine en souriant. « Ah, voyez, là, il distribue le pain, me dit Ginette, sans paraître choquée. Peut-être que c'était pour un chef d'étage, parce qu'on était beaucoup dans un étage. Peut-être que c'était pour 100 personnes. Perturbée de ne pas avoir entendu ce que j'attendais, je retourne voir Victor Peraya. Alors là, me dit-il, c'était la distribution du pain. Lui non plus n'est pas étonné. Il regarde mieux la photo et ajoute « Dans chaque chambrée, il y avait des chefs de chambrée, et au-dessus des chefs d'escalier. Quand il y avait distribution de pain,
Toutes les chambrées avaient un représentant qui les prenait et on se les partageait. Ce partage était difficile parce que les pains, vous voyez, ils faisaient 16 cm je crois, et il y avait 4 cm pour chacun. Alors, avec un mètre de couturière, il fallait couper les pains 4 cm par 4 cm. Mais quand vous coupez 4 cm par 4 cm, il y a des parts qui paraissent un peu plus grandes que d'autres. Et quand on a faim, un petit peu plus ça compte. Il y avait parfois des bagarres, donc on tirait au sort. Il y en avait un qui se retournait et celui qui avait coupé le pain disait « Celle-là pour qui ?» Il n'y a que comme ça qu'on a réussi à rétablir un peu de tranquillité et de paix. Les choses se précisent. Les images ne mentent pas comme je le pensais. Elles mentent par omission. Le cadrage et l'instant rendent insoupçonnable le hors-champ, focalisent l'attention sur des détails dont la force symbolique efface le contexte. Les pains, l'abondance, images d'Épinal si puissantes en temps de guerre qu'elles se répandent sur le reste, balaient les doutes et les questions. Le contexte, justement. En cet hiver 42 à Drancy, les déportations ont momentanément cessé. Les internés reprennent espoir, font des projets. Ils peuvent avoir à ce moment précis quelques raisons de sourire, sans compter qu'à l'époque les appareils photos sont rares et on a tendance à respecter les conventions photographiques, se tenir droit, montrer son meilleur visage, même dans les moments difficiles. On pourrait alors croire à ces sourires, même si on ne verra jamais ce qui les précède, ce qui les suit. Mais il manque encore quelque chose. Après la parole des témoins, je cherche une autre distance, une focale différente, plus élargie, moins personnelle. Benoît Pouvreau, historien de l'architecture, spécialiste des lieux de mémoire de Seine-Saint-Denis, nuance encore ma vision de l'image. Pour lui, la façon dont les gens y sont répartis n'est pas naturelle. La distribution du pain était bien gérée par des chefs d'étage, mais elle ne se faisait pas ainsi, en pleine cour. Elle était très réglementée. La liberté de mouvement était beaucoup plus limitée. Il m'apprend également que sur les rares photos clandestines de Drancy, même quand leur regard montre qu'ils ont repéré l'appareil, les gens ne sourient jamais. Il aura fallu tout cela pour m'approcher de cette image, tenter d'en saisir quelque chose, la montrer à ceux qui auraient pu y figurer, à ceux qui l'ont étudiée. Il aura fallu tout cela, mais rien ne peut l'épuiser. Les ficelles sont plus vicieuses, moins apparentes que je l'avais cru, et la mise en scène, suffisamment fondue dans les souvenirs qu'elle imite pour que les témoins eux-mêmes ne l'aient pas remarqué. Ça, c'était vraiment justement un exemple d'un moment où je m'attendais vraiment à quelque chose et où j'ai pas eu ce que j'attendais. Et finalement, on cherche à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre justement de ce décalage entre ce qu'on pensait entendre et ce qu'on entend en réalité. Et c'était troublant parce que vraiment je m'attendais à ce que les gens me disent ces images sont fausses, on n'a jamais vécu ça, et c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Et il y a aussi ce truc très troublant qui fait que les gens, les survivants eux-mêmes, en fait, ont vu ces images après, et les images, comme les photos de famille finissent par se substituer à ce qu'on a vécu, finissent aussi par faire partie de leur... s'intégrer en tout cas dans leurs souvenirs. Il y a quelque chose de très troublant avec ça, d'arriver à... Voilà, on nous a nourris tous de ces images qui sont fausses, et même les gens qui ont vécu les faits, il y a quelque chose de très étroit en fait entre ces images-là et les souvenirs réels. Est-ce que vous avez des questions pour... Je voudrais dire quelque chose parce que vous m'avez particulièrement interpellé. Figurez-vous que j'habite depuis 45 ans la Seine-Saint-Denis à environ 500 mètres de la cité de la Muette. Vous êtes à Drancy alors? Non, je suis à Bobigny. Vous êtes à Bobigny, d'accord. Je suis à Bobigny. Et je n'ai jamais eu envie d'aller jeter un œil. Quand j'y suis allé, j'ai eu l'impressionnante surprise. Savez-vous que vous avez remarqué, je suppose, la misère de l'endroit, le côté vétuste, un peu en déshérence de l'autre côté. Savez-vous que la plupart des habitants sont d'anciens internés de Villévrard? Il y a d'anciens internés, il y a il y a des logements d'urgence pour des populations précaires qui normalement restent pas forcément très longtemps d'ailleurs, donc c'est des petits logements. Hein. Ça vous a et la question de la vétusté, ça je me suis un peu penchée dessus aussi, c'est pas dû à ça, mais c'est aussi lié au fait que ce soit un lieu qui est classé. Ah non, il n'y a aucune corrélation, je n'établis aucune corrélation. Non, mais il y en a une. Mais probablement, peut-être, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est le fait que, comme s'il y avait quelque chose de... Il n'y a pas que des internés, du tout. Non, il n'y a pas que des internés. Des anciens internés. Ils ne sont pas tous d'anciens
C'est pas ce que je veux dire. Mais il se trouvait, bon excusez-moi, mais je vous raconte ma petite histoire. Mais il s'est trouvé que au moment où je suis arrivé, l'endroit était désert. La personne qui m'a parlé, qui m'a abordé, elle m'a abordé spontanément. J'ai passé 1 heure à discuter avec elle. Et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait c'est une ancienne internée. Et il y avait quelque chose de très vague dans son discours, de très détaché, décousu. Et est-ce que ça ne vous a pas surpris? Moi, ça m'a énormément choqué. Pas choqué, mais impressionné que on puisse, comme s'il y avait une nouvelle forme de déportation, entre guillemets, qu'on puisse faire loger là-bas, donc des gens qui étaient qui venaient de traverser un trouble psychique, qui n'était peut-être pas totalement guéri ou résorbé. Vous êtes pas interrogé là-dessus? Ah si, je me suis interrogée sur le peuplement actuel de la cité, j'ai rencontré des gens, et si, bien sûr. Ce qui est très troublant à Drancy comme à Térésine, c'est qu'on a l'impression qu'il y a effectivement quelque chose qui est figé dans un... C'est des lieux qui ne peuvent pas évoluer réellement parce qu'on ne peut pas construire, parce qu'on ne peut pas rénover vraiment, enfin pas en profondeur. Donc forcément, c'est des gens qui sont... voilà, des populations précaires qui sont logées là, donc pas seulement les gens dont vous parlez, mais aussi... Et ça pose vraiment la question, moi j'ai pas trouvé de réponse à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire de ces endroits? Moi j'ai rencontré des gens à Drancy qui me disaient il faut absolument qu'on vide la cité, qu'on en fasse un lieu de mémoire, etc. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont dit que c'était beaucoup trop tard, y compris des associations de déportés d'ailleurs qui ont milité quand le maire de Drancy voulait expulser toute la population pour en faire un mémorial, qui ont eux-mêmes dit non, n'expulsez pas les gens qui vivent là, c'est une nouvelle violence et c'est pas ce qu'on veut, ce que je comprends aussi. Donc honnêtement, c'est des lieux dont les gens ne savent pas quoi faire. Moi j'ai rencontré la maire de Térésine qui me disait aussi on est coincé là-dedans, donc c'est vrai, ils en ont assez, ce qu'on peut trouver un peu cynique, et en même temps ils savent pas comment faire évoluer les lieux qu'ils habitent. Donc si bien sûr, c'était tout l'objet de mon travail aussi, c'était de voir pourquoi ces lieux aujourd'hui, parce qu'à Térésine aussi il y a un home, on s'appelle ça pour les vieux aliénés sur la place principale. Enfin bon, il y a des endroits qui sont quand même comme ça, un peu figés dans une espèce d'histoire qui n'évolue pas, enfin en tout cas qui évolue peu, et qui reste coincé dans quelque chose. Et alors on pourrait se dire que c'était juste après la guerre qu'il aurait fallu faire de ces lieux peut-être autre chose que ce qu'ils ont été, mais juste après la guerre on avait besoin de logements, on n'était pas très regardant sur ces choses-là, donc les choses se sont faites à une époque aussi où la mémoire ça n'existait pas, enfin en tout cas pas dans la façon dont on l'envisage aujourd'hui. Mais effectivement, c'est ces espèces d'impressions. Moi, je suis partie d'impressions, c'est-à-dire on est dans cet endroit, à Térésine comme à Drancy, on a cette espèce de sensation très étrange d'être dans un entre-deux, dans des endroits qui sont quand même très chargés. On essaye de faire la part des choses entre ce que nous on sait des lieux et ce qui est réel. Et puis finalement, quand on parle aux gens et qu'on travaille dessus, on se rend compte qu'il y a des raisons tout à fait objectives et logiques pour que cette ambiance soit toujours celle qu'elle est dans ces endroits-là. Mais avec le recul, je me suis même demandé si... parce que la personne m'a dit qu'elle avait... que ses murs s'étaient craquelés, puis qu'elle avait vu de curieux dessins dessinés. Oui, mais il y a des graffitis sous les... Des graffitis, ils ont été exposés, en fait, c'était des lettres hébraïques. Oui, c'est possible. Et à un moment, je me suis demandé si elle infabulait pas, ou si elle inventait, ou parce que j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose de décousu dans l'esprit de cette dame. Non, mais il y a eu une expo l'année dernière, des graffitis justement qui ont été retrouvés sous les papiers peints de Drancy. Et c'était les lieux d'internement, donc effectivement ça a juste été recouvert et c'était toujours là. Et la dame dont je parlais tout à l'heure, une locataire me disait moi je les recouvre parce que sinon ils vont faire des travaux. Ça m'a tout de suite renvoyé à cette aventure. C'est comme ça, Votre discours m'a énormément troublé. Enfin, parce que justement, ça m'a envoyé quelque chose de très personnel, et de proche. Excusez-moi. Non, mais ça... J'avais une question, Hélène, par rapport au titre. À un moment, on apprend, on le sait déjà, mais que Hitler a eu au début, ou les nazis ont au début le projet de déporter les juifs sur une île. Madagascar. Donc j'aurais bien voulu savoir d'où venait le titre. Oui. Alors il y a plein
d'ailleurs je l'explique à un moment donné, en tout cas je tourne autour de cette idée d'île. Déjà il y a beaucoup de témoignages d'internés à Térésine qui en parlent comme d'une île, donc même sans des fois justifier, qui disent dans l'île, qui l'appellent l'île. Donc déjà pour des raisons de topographie, parce que c'est vraiment un isolat, quoi. C'est entouré d'une forteresse sur une plaine, donc c'est visuellement et surtout sur le plan, ça a vraiment l'aspect d'une île, sauf qu'il n'y a pas d'eau autour, il y a une plaine, mais il y a quand même ce côté vraiment très isolé de l'environnement. Il y a eu il y a aussi eu des pièces de théâtre, une où il parlait de l'île des horreurs pour les endroits de déportation. Ça s'est retrouvé vraiment dans beaucoup de témoignages. C'est une impression qu'on a aussi là-bas, parce qu'effectivement, il y a ce côté très, très fermé, très isolé qui peut rappeler ça. J'avais cette impression, dont j'ai parlé d'ailleurs dans le livre, comme les touristes viennent la journée, souvent à Térésine et repartent. C'est aussi une excursion touristique quand on vient de Prague. Quand on reste, parce qu'il y a très, très peu de gens qui restent finalement, de gens qui n'habitent pas là-bas et qui restent, on a l'impression qu'on a sur une île, quand le dernier bateau s'en va et que d'un coup on se retrouve, ça c'est vraiment assez frappant. Et après, il y a effectivement le fait que Térésine, en fait, c'est l'aboutissement de toute une série de projets avortés, dont Madagascar, où justement donc, les nazis voulaient déporter les juifs dans l'île de Madagascar, parce que c'est Eichmann, je crois qu'il a dit, l'île était le seul moyen pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Donc il y a vraiment cette idée d'un lieu fermé, isolé. Donc ensuite, après Madagascar, qui ne s'est pas fait, il y a eu le projet de Nisko, donc, qui était un coin de campagne en Pologne, qui n'était pas une île pour le coup, mais qui était quand même le prolongement de ça, où on a voulu interner les gens. Ça n'a pas duré non plus, et Térésine, finalement, c'est un peu l'aboutissement de tous ces projets de relégation. Donc voilà, l'île revient dans beaucoup de sens différents. Et la forteresse, et après il y a cette idée aussi de forteresse qui est censée être défensive, mais qui finalement enferme, et qui fait écho aussi à beaucoup de choses, y compris actuelles, le fait de renforcer les frontières, et finalement qui finit par fragiliser aussi ceux qui sont à l'intérieur. Il y a ce double rapport. Ouais. Une dernière question peut-être, qui est votre histoire personnelle, une histoire personnelle qui intervient assez tard dans le livre, l'histoire de ton grand-père en fait, qui a été enfermé à Drancy et déporté. Je voulais savoir si ça avait été un moteur au départ, ou si c'était quelque chose qui était intervenu. Ça a été un moteur sur le fait de travailler sur la Shoah, sur cette période. Même si au départ je pensais pas que ça allait forcément se rejoindre de façon aussi claire, c'est-à-dire que je ne pensais pas forcément en parler dans le livre. C'était une envie qui, moi, me donnait envie, le désir d'aller de me confronter à ça. Je ne pensais pas forcément en parler, et finalement le livre lui-même, c'est vrai que c'est assez sinueux, c'est vraiment un livre qui construit aussi comme un parcours où je raconte un peu toutes les étapes. Et il y a des choses qui m'ont ramené à ça, en fait, notamment le fait de me retrouver à Drancy, ce qui n'était pas non plus forcément prévu au départ. Et puis je me suis rendu compte du nombre de points communs que Térésine avait avec Drancy. J'ai eu ce projet de résidence aussi qui a fait que j'y suis allée beaucoup. Et donc, comme il a été mon grand-père interné à Drancy, forcément ça m'a fait aussi comprendre des choses, chercher des choses. Et j'ai choisi finalement d'en parler parce que vraiment ça a fait partie aussi du cheminement. C'est-à-dire que c'est pas un livre sur ma famille, c'est pas un livre de recherche des origines, mais c'est quand même l'idée de remplir, d'essayer de tourner en tout cas autour d'un vide que j'avais jamais approché jusque-là. Et c'est vrai que sa trajectoire intervient dans le livre comme d'autres trajectoires de gens que j'ai pu rencontrer. Et que ça m'a aussi nourri à ce niveau-là de rencontrer des gens qui sont vivants et qui, eux, ont pu me raconter des choses que lui n'a pas pu me raconter. Et donc j'ai trouvé important finalement que ce cheminement-là, il fasse aussi partie du livre. Et c'était avant tout une motivation intime. Ouais. Il y a une rencontre qui a l'air importante, qui est la rencontre avec Georges Arthur Goldschmidt, on n'en a pas parlé. Oui. Oui, alors Georges Arthur Goldschmidt, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est surtout connu comme traducteur. Il a traduit Kafka, Nietzsche, c'est le traducteur d'Handke, c'est un très grand traducteur de l'allemand. Son père a été interné à Térésine et on a ramené des dessins absolument magnifiques, vraiment des dessins d'une grande précision et qui finalement qui ne montrent jamais l'horreur du lieu, mais où on devine tout. C'est des paysages très calmes, des visages très calmes, mais où on peut vraiment
enfin en tout cas sachant, encore une fois, je sais pas comment on aurait vu ces dessins sans connaître l'histoire des gens, mais en la connaissant, ils ont une force très, très étonnante. Et donc George Arthur Goldschmidt, c'est son fils, qui lui n'est jamais allé à Térésine, qui refuse absolument d'y aller. Mais qui a beaucoup écrit sur des paysages, sur des lieux, sur aussi le rapport de l'Allemagne au camp de concentration bien avant la guerre, parce que c'est dès 1933 quand même, les camps de concentration. Donc lui, il a été très tôt marqué par ce glissement qu'il sentait enfant, en fait, vers un univers concentrationnaire. Et il a été donc exilé pendant la guerre, il a été caché en France et il a fait sa vie en France ensuite. Et il a du coup une espèce de culpabilité et de colère, parce que sa famille était une famille juive mais convertie au protestantisme, donc, et une famille de notables allemands assez proches du pouvoir d'ailleurs, et qui n'étaient pas du tout, qui se sont fait rattraper en fait par leurs origines sans du tout avoir vu venir, pour eux ça pouvait pas leur arriver à eux, quoi. Et donc lui, il porte à la fois ce souvenir de la peur, quoi, parce qu'il a été vraiment traqué, il a perdu son père, qui n'est pas mort à Térésine, mais qui est mort juste après des suites de son internement. Et en même temps de culpabilité, parce qu'il se sent lui-même, la proximité de sa famille aussi avec l'idéologie nazie, et un double... Enfin voilà, donc il est jamais allé à Térésine, mais j'avais l'impression que, alors c'est très personnel, il me l'a pas vraiment confirmé, mais en tout cas que ça, c'était quand même quelque part dans son œuvre qu'il y avait ce lieu-là dont il parlait jamais. Et donc je lui ai demandé d'essayer de m'en parler, et donc il y a un dialogue que j'ai essayé de retranscrire dans le livre. Et ça a été une rencontre très forte. Déjà c'est un personnage, c'est vraiment déjà quelqu'un d'extrêmement brillant et qui a une personnalité très forte, qui dit, c'est un très vieux monsieur, mais qui est encore très en colère et très... Et voilà, il a une façon de parler des choses que j'avais juste à retranscrire. J'avais un dictaphone, je l'avais enregistré, j'avais juste à retranscrire ce qu'il m'avait dit sans changer une virgule, et on est dans son écriture déjà. Il y a quelque chose qui est assez étonnant avec ça. Merci beaucoup. Je veux bien rajouter quelque chose et poser une question. Moi, je pense que ça relève de mon expérience de lecture. La figure de ton grand-père est quand même très très importante, parce que en fait, moi, ça a été une sorte de révélation quand j'ai lu. Je pense pas me tromper en disant qu'il est quasiment, que cette révélation de ton lien intime en fait avec le travail que tu as entrepris est au centre du livre. Il est vraiment, et si je me trompe pas non plus, il y a une dédicace qui est à ton grand-père. Ça lui est dédié. Et en fait, moi je lis les dédicaces et la lecture commence par ça. On a le titre et puis on a la dédicace et on se dit tiens, qui est-ce. Et donc en fait c'est vraiment ce qui tend la lecture. Donc voilà. Et puis on se demande aussi pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce récit de façon aussi sensible et aussi justement de façon aussi intime, et on comprend au fur et à mesure. Donc pour moi c'était vraiment le ressort narratif. Il y a le ressort documentaire, mais c'était vraiment un ressort narratif fort. Et je voulais te demander aussi si tu avais épuisé toute ta matière, parce que comme l'a dit Marianne, c'est un collage et une sorte de puzzle que on voit les pièces mettre en place au fur et à mesure. Et je me suis demandé à la fin si tu avais conservé des pièces. Voilà. Oui, j'ai pas tout mis évidemment. J'avais recopié des dizaines de courriers de la Croix-Rouge que je trouvais absolument passionnants. Mais je me suis dit ça n'intéresse peut-être que moi quand même. Donc il faut arriver un petit peu à couper. Oui, j'avais beaucoup plus de matière. C'était un livre qui au départ devait être très court parce qu'il rentrait au début dans une collection d'incultes avant que la maison d'édition se reforme et n'ait plus de collection, bref. Mais c'était censé être vraiment un livre court et assez peu impliqué. Enfin, pour moi, c'était au départ, c'était pas une commande parce que je leur avais proposé, mais je leur avais dit je fais un livre sur Térésine. Enfin, je pensais pas du tout aller plus loin. Donc tu as raison, oui, bien sûr, le ressort intime est important, c'est pas pour rien qu'il est à cet endroit-là du livre. Alors, c'est aussi surtout parce que ça a été un cheminement et que je trouvais plus juste de le mettre justement au bout d'un moment, quand moi-même j'ai pris conscience en fait de l'imbrication de toutes ces pièces-là. Je me suis pas dit dès le départ, je vais faire un livre sur Térésine, puis ça va parler de mon grand-père, enfin tout ça s'est fait petit à petit, donc j'ai essayé que la forme du livre reflète aussi cette évolution-là. Voilà, mais il y a effectivement beaucoup de témoignages que j'ai énormément raccourcis en fait.
Et d'ailleurs, c'est un travail assez qui était nouveau pour moi et que j'ai trouvé intéressant d'essayer, parce que, de travailler avec la parole réelle, humaine, et d'essayer quand même d'en faire de l'écriture, que ce soit, que tout ça soit lié, que tout ça soit d'un seul tenant, et en même temps de garder aussi la façon de parler des gens, la couleur un peu de comment la façon dont ils s'expriment. Donc il y a beaucoup de reste. Est-ce que je peux aussi poser une question? Je l'ai pas encore lu. Je voudrais savoir si Madame Kolenka est la seule personne que tu as rencontrée qui a vécu et à Drancy et à Térésine. Est-ce qu'elle a apporté à la comparaison, ou c'est peut-être pas comparaison, mais au lien entre les deux lieux? Oui, alors c'est la seule qui était dans les deux lieux, mais alors Ginette Kolenka comme comment s'appelle-t-elle, Marceline Loridan-Evans, qui est une de ses amies avec qui elle a fait le parcours, en fait sont arrivées à Térésine vraiment à la fin de la guerre. Que ça je ne l'ai pas précisé, mais Térésine a été un des lieux où on a rassemblé les gens en fait, après les marches de la mort. Donc les gens atterrissaient là une fois que la Croix-Rouge avait repris les lieux. Et donc il y a beaucoup de gens, notamment la plupart des Français, parce qu'il y avait peu de Français qui étaient internés à Térésine, il n'y avait quasiment pas pendant la durée de la guerre. Mais par contre, à la fin, il y a beaucoup de Français, dont Desnos d'ailleurs, qui est mort là-bas, et Ginette Kolenka, qui se sont retrouvés à Térésine. Donc elle a une vision de Térésine déjà très courte, parce qu'elle a dû y passer quelques jours. Et en plus, après, elle a traversé beaucoup de camps. Donc c'est un moment dont elle se souvenait très très mal. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont excusés de me dire « mais moi je m'en souviens pas, j'ai pas... » Et c'est ça qui m'intéressait aussi en fait. C'était cette... Elle a une vision complètement lacunaire et presque comme dans un rêve de ce lieu dont elle se souvient presque pas. Donc c'est complètement différent parce que Drancy, justement, elle y a vécu toute jeune. Elle a commencé par me dire j'ai un excellent souvenir de Drancy. Donc ça fait partie des choses que je n'ai pas forcément écrites non plus parce qu'on essaye de remettre dans le contexte. Mais quand elle en parlait, en fait, c'était le début de son périple. Elle savait absolument pas ce qui l'attendait. Elle était toute jeune, elle était avec ses copines. C'était pas, pour elle, c'est pas quelque chose par rapport en tout cas à ce qui a suivi. C'est pas un mauvais souvenir, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc pour elle, oui, Térésine et Drancy, c'est vraiment le point de départ et la fin et le point final de son parcours. Donc c'était important qu'il y ait les deux. Je devais rencontrer aussi Marceline Loridan, justement, qui écrit, qui est cinéaste, etc. Mais j'ai pas pu, elle était malade, quand j'ai pas réussi à la voir, quoi. Mais donc il y a d'autres gens qui sont dans ce cas-là, mais c'est la seule que j'ai pu rencontrer. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris que ce livre est un livre magnifique, important, très subtil. Il y a aussi sur cette table un certain nombre de livres qui sont cités dans le livre d'Hélène Gaudy, donc notamment le Requiem de Térésine, La haine de la musique de Pascal Quignat. Il y a aussi Paysage de la métropole de la mort qui est un très grand livre. J'ai aussi mis celui-là parce que je l'aime beaucoup, Badenheim 1939 de Appelfeld, parce que c'est un livre aussi sur l'aveuglement des Juifs, là, pour le coup. Avant le début de la guerre. Et puis il y a ce livre qui est un album photo sur le tourisme actuel à Auschwitz qui est assez fascinant. Voilà, donc je vous encourage à prendre un verre, à continuer les discussions avec Hélène, à acheter, à offrir, à faire signer. Merci Marianne, merci.